Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques du dimanche, cette fois-ci c'est Oser investir au programme mon cher Thomas. Vous avez peut-être plus de pouvoir sur votre budget que vous ne le pensez. Banque, assurance, énergie. Pourquoi des millions de Français payent-ils encore trop cher simplement parce qu'ils ne négocient pas? On parlera ensuite d'un sujet qui va façonner les prochaines décennies, le vieillissement de la population. Pour la première fois depuis l'après-guerre, la France compte plus de décès que de naissances. Nous sommes avec Alix Zetlin, fondatrice de Senior. Faut-il voir dans cette évolution une menace ou l'une des plus grandes opportunités économiques de demain? Elle nous y répondra dans un instant. Et nous sommes également avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine. Nous reviendrons sur une expression que tous les investisseurs utilisent, le couple rendement-risque. Ecoréseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, aujourd'hui on parle d'un sujet très concret, négocier ses contrats du quotidien, que ce soit avec la banque, que ce soit avec nos fournisseurs d'énergie. On a souvent l'impression que tout ça est quand même extrêmement figé. Est-ce que c'est vrai ? Absolument pas, Maxime. Et on va faire mentir justement cette idée reçue. C'est là où beaucoup de gens d'ailleurs se trompent. Ces contrats sont beaucoup plus flexibles qu'on ne le pense. Les banques, les fournisseurs d'énergie ou d'assurance ont tous un objectif, vous conserver. Donc ils ont une marge de manœuvre. Le problème, c'est que la majorité des clients ne demandent absolument rien. Résultat, ils payent le prix fort par défaut. Négocier, ce n'est pas être expert, c'est surtout oser poser la question au bon moment. Ben justement, concrètement, comment on s'y prend pour négocier sans être mal à l'aise? La clé, c'est d'arriver préparé. Avant d'appeler, il faut comparer les offres concurrentes. Aujourd'hui, en quelques clics, vous savez ce que propose le marché. Et ça change absolument tout. Vous pouvez dire, j'ai vu une offre plus intéressante ailleurs. Là, vous passez d'un client passif à quelqu'un qui a des options. Et surtout, il faut rester simple et direct, demander une réduction, une suppression de frais ou un geste commercial. Dans un cas sur deux, vous obtenez quelque chose quand même. Est-ce qu'il y a des moments un peu plus favorables pour négocier ? Oui, il y a des fenêtres de tir. Les meilleurs moments, c'est quand votre contrat va arriver à échéance ou juste après une hausse de tarifs. Là, vous êtes légitime pour contester et renégocier. Autre moment clé, quand vous êtes client fidèle depuis plusieurs années. La fidélité, ça se monétise. Et enfin, un petit conseil, toujours être prêt à partir. Même si vous ne le faites pas, c'est ce qui vous donne le plus de poids dans la négociation. En résumé, négocier, ce n'est pas un rapport de force, c'est un jeu d'opportunité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Alix Zetlin, la cofondatrice de Senior, qui est une plateforme d'accompagnement dédiée aux seniors et à leurs proches pour préparer et organiser sereinement les transitions de logement liées à l'avancée dans l'âge. Thomas. Bonjour Alix Zetlin. Bonjour Thomas Binet. Pour la première fois depuis l'après-guerre, la France compte plus de décès que de naissances. Beaucoup parlent de crise démographique d'ailleurs. Vous dites au contraire qu'il faut arrêter de s'alarmer. Vous êtes plutôt optimiste. Pour quelle raison ? Parce que déjà, on n'y peut pas grand-chose. C'est une réalité arithmétique, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a plus de 21% de la population qui a plus de 65 ans. Mais d'ici 2030, pour la première fois de l'histoire française, on aura plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de 15 ans. Alors justement, est-ce que le véritable problème aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce le vieillissement de la population ou notre incapacité à nous y préparer en définitive ? Je pense que c'est un mix des deux. La population vieillit et elle a vieilli assez rapidement. On parle de papy boom qui arrive aux alentours de 2028-2030. C'est des courbes démographiques qui arrivent d'un coup comme ça. Donc il y a l'évolution naturelle, mais il y a aussi le fait qu'effectivement c'est assez neuf et on s'y est peu préparé. On anticipe beaucoup en France, on parle beaucoup du fait d'anticiper sa retraite ou son décès. En revanche, on n'anticipe pas du tout le fait de perdre en autonomie. Alors justement, vous expliquez que le vieillissement n'est pas un fardeau économique. Pourtant, beaucoup craignent pour leur retraite, le coût de la santé ou leur éventuelle d'ailleurs dépendance. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que c'est quelque chose, encore une fois, qui se prépare effectivement. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, ce qui est un peu alarmant, et c'est normal d'être un peu alarmé justement là-dessus, c'est que la retraite moyenne des Français, elle est autour de 1 500 €. Et quand on regarde le coût moyen d'un EHPAD au niveau national, donc une moyenne après les aides, c'est autour de 1 800 €. Donc on voit bien qu'il y a un paradoxe financier à ce niveau-là. Donc qui finance ce gap ? Aujourd'hui, ce sont les enfants et c'est le patrimoine.
patrimoine immobilier. Avant, le patrimoine immobilier était vu comme une sorte de réserve. Aujourd'hui, c'est plutôt comme une solution de monétisation, en fait, pour pouvoir financer son bien vieillir. Mais parce qu'on vieillit aussi beaucoup plus longtemps. Alors, 59% des Français estiment que la société ne valorise pas suffisamment ses aînés. Est-ce que la France souffre d'un véritable agisme économique et social ? Moi, je le pense, oui. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, on a et ce à quoi j'essaie de contribuer aussi tous les jours, c'est qu'on voit de façon très négative la vieillesse parce qu'on le lie forcément à la retraite, au poids de la retraite et à cette image que tout le monde profite aujourd'hui, les retraités actuels profitent de la retraite que les jeunes financent et que nous, on sera forcément une génération sacrifiée. Moi, j'y crois pas parce qu'on peut regarder aussi la chose d'une autre façon, c'est-à-dire que ces retraités-là, ils consomment en fait. Donc en fait, ils participent à l'appareil économique. Et donc s'ils consommaient pas, en fait, on n'aurait pas de clients. Donc évidemment, il faut regarder aussi les choses des deux côtés. Alors près de 80% des Français ont une image négative des maisons de retraite. Comment vous expliquez une telle défiance ? Bon, il y a deux choses déjà. Les scandales passés. Voilà, les scandales passés. Il y a le Covid aussi, où il y a qui a alimenté d'autres scandales. Et il y a aussi ce fait moi, je trouve que ces scandales, finalement, c'était une bonne chose qu'ils existent parce que ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière où on s'est dit, finalement, il faut ouvrir, il faut plus de transparence. C'est quand même dommage d'en arriver là, malgré tout. Bon. Bien évidemment, c'est dommage d'en arriver là. Après, ça reste on a eu le même sujet avec les crèches. Mais en tout cas, aujourd'hui, les acteurs avec lesquels moi je travaille tous les jours ont été mis au pied du mur et en fait n'ont plus le droit à l'erreur. Alors justement, vous avez parlé des EHPAD il y a un instant. Est-ce que le modèle EHPAD est en fin de cycle ou il doit simplement se transformer ? Le fin de cycle, j'y crois pas non plus, parce que pour le coup, on a besoin des EHPAD. Il y a des personnes qui sont ultra dépendantes, qui vont pas. Enfin, évidemment, 100% des Français rêvent de rester à la maison, ça c'est normal. En revanche, c'est pas forcément possible quand on a des troubles cognitifs très avancés, qu'on fugue, qu'on sort de son lit au plein milieu de la nuit. On a besoin de soignants autour de soi pour s'encadrer. Donc moi, je pense que le modèle des EHPAD doit évidemment persister. En revanche, il doit être réinventé, il doit correspondre davantage aux attentes d'aujourd'hui. Alors nous sommes avec Alix Zetlin, cofondatrice de Senior, pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Alix Zetlin, les Français veulent avant tout rester chez eux. On a commencé à en parler il y a un instant. Le plus longtemps possible, bien évidemment. Est-ce réaliste pour la majorité des seniors ? On parle d'allongement de la vie, on parle des difficultés de dépendance. Est-ce que tout ce modèle souhaité est possible ? Il est possible, sous réserve de plusieurs choses, où est-ce qu'on vit, est-ce que le logement est adapté, est-ce que je suis dans un désert médical ou pas. Donc dans ces cas-là, finalement, si j'ai besoin de soins, comment je fais ? Il est aussi possible, ça dépend aussi de la situation. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. L'isolement est un des cas principaux, une des raisons principales de perte d'autonomie. Donc dans ces cas-là, pour le coup, il faut aussi considérer le fait de retrouver du lien. Et c'est dans les habitats qui sont prévus à cet effet qu'on peut en retrouver. Alors on voit quand même émerger des tendances, je pense à l'habitat partagé, les colocations seniors, les résidences intergénérationnelles ou encore le maintien donc à domicile renforcé. Quelle solution vous paraît la plus prometteuse parmi celles que je viens d'égrener ? C'est un peu difficile de répondre parce que ça dépend vraiment du cas de figure de chacun, des moyens, du budget, de l'entourage. Pour autant, ce qu'on voit émerger avec les habitats partagés, qui soient pour des personnes avec des troubles cognitifs ou pas, ce sont des solutions qui répondent davantage en fait aux besoins que les Français commencent à exprimer. Et pour autant, on observe que aux Pays-Bas, l'Allemagne ou le Japon, ils expérimentent des modèles très innovants. Et en France, on semble avoir pris un temps de retard sur ces sujets-là. Complètement. On est très en retard là-dessus, mais je pense que du coup, c'est hyper important pour des entrepreneurs dans le secteur, et c'est ce qu'on fait nous tous les jours, d'être en veille au niveau de l'international, parce que là, vous avez parlé de l'Allemagne très justement, du Japon, Pays-Bas. Il y a aussi les États-Unis qui sont très en avance là-dessus, et qu'il faut regarder. Et du coup, la technologie, selon vous, elle peut permettre de vieillir chez soi plus longtemps, grâce par exemple à la télémédecine, aux capteurs ou à l'intelligence artificielle. Tout ça va contribuer à faire vieillir différemment ? Oui, ça j'y crois à 300% aussi. Pour le coup, la télémédecine répond aux déserts médicaux. On peut aussi parler des voitures autonomes qui, j'espère, un jour arriveront. Ça permet aux personnes âgées qui ne peuvent plus conduire d'aller de façon autonome
chez le médecin, pourquoi pas. Et surtout en ruralité, exactement. Parce qu'il y a le vrai sujet quand même. Exactement. Et donc, toute cette technologie, oui, bien sûr, on l'accueille à bras ouverts pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Alors, on parle souvent des personnes âgées dépendantes, mais derrière chaque personne âgée dépendante, il y a souvent un aidant, épuisé, accessoirement. Exactement. Voilà. Pourquoi parle-t-on si peu de cette réalité ? Parce qu'on en parle peu, en définitive. Parce que déjà, les aidants eux-mêmes ne se considèrent pas comme aidants. Il y a une vraie reconnaissance de statut. Exactement, c'est parce que en même temps, si on est aidant de sa mère, ça paraît naturel d'être aidant de sa mère. Je veux dire, je me considère pas comme une nouvelle partie de la population, je suis juste la fille de ma mère qui commence à perdre en autonomie. Oui. Et donc, on commence à mettre des mots là-dessus, comme dans les entreprises, on commence à parler de salariés aidants et à avoir des nouvelles règles pour eux et de nouveaux droits pour eux. Mais c'est assez nouveau et je pense que la prise de conscience déjà de sa propre situation, c'est le premier pas à faire pour progresser sur ce sujet-là. Alors, pour parler un peu de vous quand même, Zenior, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres, justement ? C'est ça que les gens ont envie d'entendre. Ouais, déjà, une des premières choses, c'est que on considère l'ensemble des solutions qui existent. On va pas juste vous orienter vers un EHPAD, on va vous faire connaître toutes les solutions qui existent en fonction de votre besoin, de votre budget, et on va vous accompagner gratuitement. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guichet unique en fait qui référence les solutions avec confiance. Nous, les solutions, on les connaît, on a visité les établissements. Donc demain, vous m'appelez parce que vous cherchez une solution pour votre maman. Donc vous les référencez par certains côtés. On n'est pas un annuaire. Non. On les référence au fur et à mesure de notre connaissance. On récolte des avis, ce qui fait qu'on est capable, justement, suite à cette crise de confiance dont vous avez parlé, on est capable de vraiment donner les clés de lecture et de qualité pour les personnes pour qu'elles fassent le bon choix pour bien vieillir. Et si vous étiez chargé de préparer la France de 2040, c'est demain, on est d'accord ? C'est demain. Bon, quelle serait la première réforme que vous mettriez en place dès maintenant pour faire du vieillissement une force plutôt qu'un problème, en un mot, si c'est possible ? C'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours, c'est promouvoir la prévention. On parle beaucoup de bilan gériatrique, ça fait peur à tout le monde parce que c'est le mot gériatrique qui est mal choisi. Parlons de bilan longévité. On est tous prêts. Exactement, les mots ont leur importance. Faisons des bilans en amont et prévoyons un petit peu plus notre vieillissement. Merci à vous. Merci beaucoup, Alix Zettelin, d'être passée du côté d'Oser Investir. Et je rappelle donc que vous êtes la cofondatrice de Zenior. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Absolument, Maxime. Guy, on parle souvent du couple rendement-risque et vous êtes venu ce matin avec la volonté de nous faire un peu de pédagogie sur ce sujet. Alors, 2 protestations surtout. D'abord, un abus de langage. Oui. On ne devrait pas dire rendement-risque, mais rentabilité. L'idée, c'est l'efficacité du placement, ce qu'il rapporte en tout, revenu-plus-value par rapport au risque. D'accord, et on dira désormais donc couple risque-rentabilité. J'ai pris la leçon, mais vous avez mentionné 2 protestations, je crois quand même. Oui, j'arrive à l'essentiel. Le mot risque en finance ne veut pas dire ce que vous pensez. Vous croyez que c'est le risque de perte, mais alors pourquoi les placements les plus rentables sont-ils les plus risqués ? Vous voyez la contradiction ? Oui, mais alors c'est quoi le risque, Guy ? Alors, pour une compagnie d'assurance ou pour un fonds d'investissement, il y a un bilan chaque année. S'il achète par exemple une action, s'il pense qu'elle sera un jour très rentable mais qu'elle baisse juste en fin d'année, il va afficher de mauvaises performances pour ses clients, ce qui n'est pas bon commercialement. Autrement dit, le risque pour le financier, ce sont les fluctuations, les hauts et les bas, c'est tout. La volatilité. Les actions montent et baissent, elles sont très performantes dans le temps, mais elles connaissent justement des hauts et des bas. Un mot, 2 sens. Pour vous, risque égale risque de perte. Pour le financier, risque égale des hauts et des bas et bilan de fin d'année. C'est ça le couple risque-rentabilité. Dit autrement, le financier, quand il parle, il pense un peu plus à lui qu'à vous. Bon, c'était une chronique rentable. Je l'espère, tout comme ces 2 rendez-vous. Merci beaucoup, mon cher Thomas Binet. On vous retrouve, je crois, toujours dimanche prochain. On ne lâche rien, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ça qui est beau. Jusqu'au bout. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.